Merci, professeur Cosignani. Voilà, j'ai quelques diapos à faire voir. Et la première part justement de ce que tu as dit. Vous voyez, la réforme de la loi 180 a déterminé la fermeture des 2 tiers des hôpitaux psychiatriques, donc des lits qu'il y avait en psychiatrie. Donc on est passé d'un modèle hospitalier à un modèle de psychiatrie de communauté. Ça veut dire que, comme il a dit, lui, organiser des services, il a fallu du temps. Parce que les régions s'étaient organisées, quelques plus tôt, d'autres plus tard. C'est la région Piémont à laquelle a participé justement le professeur, avait constitué des services de santé mentale. Mais au niveau national, il y avait deux projets de 94 et 98 qui ont défini, en donnant des critères, des standards pour comment devait être le département de santé mentale, qui avait été pensé avec le centre de santé mentale. Donc la régie était faite par eux, oui. Disons, la mise en scène était faite par eux qui s'occupaient des patients, semi-résidentiels ou niveau ambulatoire. C'est un modèle innovatif qui a été copié par beaucoup d'autres. Parce qu'en fermant l'hôpital, on s'est retrouvé à gérer des parcours justement sur le territoire. Donc, il y avait un petit service d'une place, d'un lit pour 10 000 habitants. Il a dirigé celui pendant des années, celui de Magnette, 15 places, de 15 lits maximum, parce que c'était le nombre suffisant pour faire un service, mais pas suffisant pour créer vraiment. Oui, parce qu'il y avait un peu cette phobie de la partie hospitalière. Ça, c'est pour ceux qui ont des phases aiguës, les patients en phase aiguë. Il y a d'autres structures sur le territoire, les centres de santé mentale, où les patients ont leur dossier clinique, et les médecins vont visiter, ils y vont pas forcément aussi souvent qu'ils devraient, mais enfin, ils vont les visiter, les ausculter. Voilà le département que je dirige. Voilà, c'est le taux 3. Tous les bleus sont les structures ambulatoires de CSM, de centres de santé mentale. Il y en a plus de tous les 100 000, parce qu'avec les districts, maintenant ils fonctionnent en synergie avec les districts, donc ils ont plus de points sur le territoire. Vous voyez, le réseau sur le territoire est très étendu. Et le patient a son dossier clinique là, dans sa partie ambulatoire. Le médecin qui soigne ou l'équipe de médecins multiprofessionnels qui le soignent, il le suit aussi bien quand il va dans les centres vraiment d'hospitalisation ou quand on doit le mettre dans des structures semi-résidentielles ou résidentielles. Il forme le projet en plus. Ça, c'est présent dans toutes ces ASL de la région d'Italie. Ça, c'est la région Piémont. Donc, chaque ASL a un service de santé mentale qui, au début, était plus petit parce que les ASL étaient plus petites. Quand je suis venu directeur du département, j'avais un département de 220 000 habitants. Maintenant, 280 000. Maintenant, c'est 600 000. Donc, il y a une tendance à englober, disons. C'est un peu différent de gérer un territoire de 200 000 à 300 000 à 900 000, 600 000. C'est la connaissance des problèmes est un peu plus loin, un peu plus lointaine. Mais maintenant, on a la caisse Ménaré, on a tendance à augmenter. Dans toute l'Italie, il y a 180 services, centres de santé mentale, départements. Donc tout le territoire est couvert. Vous avez vu que les régions sont assez autonomes pour organiser ces services. Donc il y a des différences entre, par exemple, ceux de la Lombardie et ceux de Dépouille. Mais le modèle est le même pour tout le monde. Il fait référence à ce projet de protection de la santé mentale, même s'il est réalisé de façon assez asymétrique.
Ça, c'est des données, des indicateurs qui donnent par rapport le Piémont par rapport à la moyenne italienne, mais ils sont assez semblables, comme vous voyez. La dépense est plutôt faible, veut dire. Oui, dommage qu'on ait le docteur Bono, parce que nous, c'est vrai, on dépense moins que d'autres. Oui, le sous-investissement de la santé mentale dans la région Piémont et en Italie en général. La différence entre ces services, certains ont seulement de la psychiatrie, 35% à peu près. D'autres ont la neuropsychiatrie infantile et la psychologie. Où ils sont ensemble avec les CERT et les services pour les dépendances des drogues, la psychologie et la neuropsychologie. Il y a plus de collaboration entre les services. Ça dépend aussi, bien sûr, des personnes, comme toujours. Où ils sont séparés, c'est plus compliqué. Et donc, le passage quand on va au-delà des 18 ans, ou la collaboration avec ceux qui ont des problèmes de drogue ou autre chose. Et la plupart de ces patients utilisent des drogues. Si on a de les garder séparés, ça n'a pas beaucoup de simulation, ou avec l'alcoolisme aussi. En effet, ces départements de santé mentale ont été pensés dans la région Piémont avec cette loi de 89, que ça soit vraiment qui inclut tous les services qui font chef. Oui, mais malheureusement, chacun essaie de défendre son petit bout de territoire. La psychologie veut rester... Voilà, chacun veut rester de son côté, donc il y a des difficultés d'organisation. À partir d'il y a 3 ans, le ministère de la Santé fait un rapport national sur les états de santé mentale, parce que ce système informatique est dans tous les départements. Donc on a des données plutôt précises qu'on peut améliorer, mais enfin, surtout les patients qui sont pris en charge par les services, qui sont 800 000 en Italie, ils sont pris en charge par les services, aux 182 services. Vous voyez, 349 000 ont pris contact par la... Oui, il y en a qu'une partie qui est en fait pour vraiment la première fois. Les autres, c'est parce ils ont changé de service. Donc, c'est presque dans tous les pays, le pourcentage est à peu près semblable. Donc, ces données sont plus basses. On sait que, par exemple, on a un tiers à peu près des patients schizophréniques pris en charge. Les autres iront dans la partie privée et d'autres ne se soignent pas du tout. Donc, il y a beaucoup à faire dans ces comme pathologie, vous voyez, la schizophrénie, les psychoses. Mais pratiquement, ils consomment le 80% des ressources, ces patients-là, par rapport aux autres qui en consomment que 24%. Donc les autres troubles qui en consomment beaucoup moins. Donc le plus d'engagement des services ont été faits surtout pour ces pathologies graves. Et les autres pathologies, on doit dire qu'elles sont un peu sacrifiées par rapport à ça. Les SPDC, les services pour pour les périodes en phase aiguë, oui, il y a une place de lit en tous les 10 000 habitants. Oui, c'est à peu près semblable dans les différentes régions d'Italie. Et les temps d'hospitalisation moyenne sont de 12 journées à peu près. Ça a baissé un petit peu dernièrement. C'était 12 jours. Les traitements de santé obligatoires, ces traitements dont on parlait tout à l'heure, qui sont obligatoires, cette loi 180, qui est comprise dans la 833 système de santé, est une liste mondiale parce qu'elle définit seulement qu'on ne pouvait plus être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique et comment devait être fait le traitement de santé obligé. Il n'y a pas d'autre définition.
C'est les critères pour qu'une personne peut être obligée à se soigner à l'intérieur d'un hôpital. Avoir une pathologie psychiatrique qui demande des interventions d'urgence, qui sont refusées du patient, et qu'il n'y ait pas d'autres possibilités de soins territoriaux. Dans ce cas-là, le patient peut être, après la proposition d'un médecin et la validation d'un autre main et une ordonnance du maire, peut être hospitalisé de façon obligatoire dans un hôpital psychiatrique. Non, pas l'hôpital, dans le service psychiatrique de l'hôpital général. C'est le seul endroit où il peut être hospitalisé. En moyenne, ce traitement obligatoire dure à peu près 7 jours. Et ils sont en diminution. De 1978 à 2015, ils se sont réduits de façon importante. Il y a 2 ou 3 ans en Italie, on a eu une situation pour un jeune psychotique qui refusait de se soigner et qui a été demandé justement de la part des familles une intervention, qui a été pris par la police, justement la police municipale pour intervenir parce que ça dépend du maire de la ville, pour éviter on l'a fait pour éviter que ce soit la police et la psychiatrie donc c'est le maire qui décide à ce moment-là. Alors la police intervient, mais après cette ordonnance du maire. Malheureusement, il a été étouffé pendant le transport et il est mort. Donc ça a été un scandale qui a déterminé une sensibilisation plus importante sur la fragilité de nos patients, qui très souvent, ils ont des situations physiques pas simples, et sur la nécessité d'avoir une certaine attention lorsqu'on intervient. Parce qu'il lui avait... Oui, il avait 140, il pesait 140 kilos, donc il faisait peur, donc ils lui ont mis les menottes et il n'aurait pas dû les avoir. Vous voyez, on est au 20e poids, à la 20e place comme investissement dans la santé mentale. C'est des données qui sont un peu anciennes, mais bon, elles n'ont pas beaucoup changé. Le Piémont, dans le panorama italien, quand c'est sorti le projet, on avait promis la conférence des régions que 5% de la dépense de la santé serait allée à la psychiatrie. Mais il n'y a que 3 régions qui se sont approchées à cet investissement. Tous les autres, l'investissement est beaucoup plus faible. Malheureusement, on est encore la Cendrillon à l'intérieur de ce panorama sanitaire. On a plus de difficultés à convaincre les décideurs à investir justement sur la psychiatrie. Ça, c'est un article d'un collègue qui a voulu faire le point après 40 ans, si vous avez la patience de le lire. Ça parle de ces 40 ans de cette loi Basel. Ils font la confrontation avec les autres pays. Il y a aussi la France, d'ailleurs, sur la différence entre qui travaillent, les infirmiers, les places, les lits. C'est assez intéressant. Évaluer en particulier pour mettre en évidence la présence d'hôpitaux psychiatriques et de places et de lits, et pas en relation avec le taux de suicide. Le taux de suicide dans différents pays est indépendant du nombre de lits qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas en faisant plus de lits qu'on évite les suicides. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Le taux de suicide et le taux par rapport au taux de places et de lits, on a vu qu'il n'y avait pas de relation. Le Japon, qui est le pays qui a le nombre plus élevé de lits dans les hôpitaux psychiatriques, il a aussi le taux de suicide le plus élevé. Une dernière chose, si j'ai encore 2 minutes. Récemment, en 2015, en Italie, il y a eu cette situation. En 1978, on a fermé les hôpitaux psychiatriques. On m'appelle les hôpitaux psychiatriques judiciaires. Donc, si un était un malade mental qui avait commis un délit, il était dans un hôpital. Voilà. Alors, il n'avait pas commis de délit, il était soigné sur le territoire.
Oui. Donc la Cour constitutionnelle, il y a eu un recours, mais on disait qu'il a droit à la santé, même celui qui a commis un délit. Donc il faut fermer ce type d'hôpital psychiatrique. Donc en 2004-2005, la Cour a le droit à la santé et qui est équivalent, justement. Ils avaient aussi droit à être eux aussi pris en charge, même en dehors, même ceux qui avaient commis des délits. Donc il y avait encore ces présents qui étaient encore présents en 2015, ces hôpitaux psychiatriques judiciaires. En 2014, ce qui les a fermés complètement, avec des gros problèmes, hein, je dois dire quand même des gros problèmes, parce que c'est difficile que le monde de la santé parle avec le monde juridique. On n'a pas changé le code pénal, donc on a laissé toute une série de dispositions, les magistrats ils pensent encore au vieux code, donc ils parlent toujours des hôpitaux psychiatriques judiciaires pour les personnes, disons, dangereuses, socialement dangereuses, qui doivent être traitées avec une certaine sécurité. On a créé ces REMS, des résidences pour l'exécution des mesures de sécurité. Il y en a 30 dans toute l'Italie pour 500, 600 places lits. Avant, ils étaient 1005 dans ces hôpitaux judiciaires. Donc, vous savez, il y a une grande différence. Les REMS ne doivent pas être un endroit où le magistrat décide qu'ils doivent rester pendant 5, 10 ans. C'est un endroit de réhabilitation, de rééducation à l'intérieur de la santé. Le patient doit collaborer, donc on doit le faire sortir après, mais c'est difficile de le faire comprendre aux juges qui ont tendance, ils veulent lui donner une sécurité au public, à la population, et les psychiatres veulent soigner le patient. Donc il y a cette situation de litige qui nous donne des fonctions de protection qu'on ne voudrait pas avoir, nous. Cet article est aussi un article que je vous conseille de lire aussi sur l'opportunité que cette nouvelle réforme donne et est assez innovante comme modèle de référence. Merci pour votre attention.